Attends. Donc, chers amis, bonsoir. Très heureux de vous accueillir. Le public est plutôt féminin, on se demande pourquoi. Les yeux pétillent ce soir. J'avais dit la dernière fois, messieurs, de préparer leur chéquier. Et alors, j'imagine qu'ils ont eu peur. Voilà pourquoi. Ok. Alors, vraiment heureux de vous accueillir parce que ce soir, c'est le bouquet final, en effet, et en toute beauté, comme vous allez pouvoir le découvrir, avec notre invité qui est donc Francis Vallier. Juste avant, j'ai une petite communication à vous faire parce que demain, à l'université à Saint-Denis, il y aura donc un hommage rendu à l'historien que peut-être beaucoup d'entre vous ont connu, qui était Hubert Gergaud. Il est décédé il y a 1 an et demi environ, mais dans le cadre des festivités du 20 décembre, on va honorer sa mémoire parce que il a enseigné à La Réunion de 1968 à 1980 et surtout, ce que j'ai noté là sur mon papier, la thèse de doctorat qu'il a établie sur l'esclavage et son nombre au 19e et 20e siècle en 5 tomes. Donc les courageuses et courageux parmi vous pourront lire 1500 pages à ce sujet. Vous saurez vraiment tout. Voilà. Et donc demain, comme je l'ai dit, toute la matinée, à l'université Faculté des Lettres, il y aura donc cet hommage. Voilà. Et je crois, Nicole, tu vas me compléter. Vous avez aussi, dans le cadre des festivités du 20 décembre, notre ami Gilles Gauvin, qui donnera une conférence à la médiathèque de Saint-Pierre. 16h demain. Voilà, c'est cela. Bon, ça c'était, j'allais dire, la mise en bouche. Revenons au plus précieux de ce soir. Alors, si nous avons invité Francis Vallier, c'est évidemment qu'il est spécialiste en gémologie, et vous ne devineriez pas comment il est arrivé à la gémologie, car dans son métier, anciennement, il était chirurgien, orthopédiste, traumatologue. Ah oui. Alors je ne sais pas si les mines profondes comme ça, bon bref, s'il y a eu quelque chose. Alors, tout à l'heure en conversant entre nous, comme cela, j'ai découvert, ou il m'a confié, que bien sûr la médecine était l'objet de ses études principales, mais il avait toujours un petit œil du côté justement des pierres fines et pierres précieuses. Et a voyagé pas mal, et au Sri Lanka, entre autres, 18 ans, m'avez-vous dit, c'est cela. Il est gravement malade, fortement malade, et la personne chez laquelle il se trouvait à ce moment-là, justement, c'est un monsieur, était gémologue de son état, et donc il lui apportait tous les soirs, comme ça, dans son lit, des pierres précieuses. Alors je ne sais pas si c'est pour le guérir, tout à l'heure il va vous le dire, parce qu'il répondra aussi à vos questions, justement sur les pierres et l'influence qu'elles peuvent avoir dans le domaine de la santé. Éventuellement pour ceux et celles qui s'intéresseraient à cela. Et donc, vous voyez, pendant toute sa carrière de chirurgien, eh bien, il a continué à s'intéresser aux pierres et à naviguer principalement dans tous les océans indiens. Évidemment, vous avez tous en tête Madagascar, l'Afrique du Sud, mais aussi les régions les plus lointaines de l'océan Indien. Il vous en dira un mot, avec la possibilité d'aller... Enfin non, pardon, pas la possibilité, il descendait dans les mines profondes, voilà, un peu au risque de sa vie, mais bref. Et à ce sujet, Michel a déjà pris note, il proposerait éventuellement d'organiser des groupes de visite dans les mines à Madagascar. Voilà. Il y a déjà des amateurs. Hein, voilà. Bon, alors donc, Michel Brunet a déjà pris, j'allais dire, note de la chose et pourra être la personne autour de laquelle vous pourrez vous regrouper si la chose peut se faire. Voilà. Alors, pardon. Pour l'instant, elle n'est pas encore prévue, mais nous allons pouvoir la programmer. Hein, voilà. Alors, évidemment, ce soir, ça va être une découverte des pierres précieuses et voilà, toutes les aventures qui y sont liées pour la découverte des dites pierres. Voilà, je n'en dis pas plus parce que, évidemment, vous attendez le meilleur. Voilà, Francis, c'est à vous. Merci, merci. Bon, j'ai l'habitude de faire mes conférences de façon assez décontractée. Donc, vous pouvez m'interrompre à tout moment.
sans aucun problème, même si vos questions sont à l'opposé de ce que je présente sur le moment. Donc il n'y a aucun souci, et habituel, c'est l'habitude de mes conférences. Donc si vous préférez attendre la fin, pas de problème, mais sinon, même en cours de route, je crois que votre président a un micro qui vous permettra de poser la question. Donc n'hésitez pas, ça arrive tout le temps. Tout le temps. Donc voilà. Donc je me présente, de toute façon les présentations sont faites, donc Francis Vallier, docteur Francis Vallier, j'étais chirurgien orthopédiste à Saint-Paul depuis 30 ans. Le nouvel hôpital, je suis en grande partie responsable, entre guillemets, de sa construction. Et puis j'ai arrêté la chirurgie il y a maintenant 1 an pour vraiment me mettre dans ma passion qui est les pierres précieuses. Donc, bon, je ne peux plus dévoiler maintenant la façon dont les choses se sont passées. J'avais 18 ans et c'est vrai que au Sri Lanka, j'ai été recueilli par un propriétaire de mine de saphir qui, tous les soirs, alors que j'étais malade, m'amenait la production locale de sa mine. Et j'avais des saphirs pendant 3-4 jours en permanence. Et c'est ça qui m'a marqué, entre autres. Donc voilà, ça c'était pour la petite introduction. Donc... Alors, je m'excuse à l'avance, il y a certaines photos qui vont se réduire légèrement. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi mon programme c'est sur Mac, et là c'est un PC, donc il y a certaines photos qui se rétrécissent un peu. Ça pose aussi un problème pour les couleurs. Vous allez voir que la couleur des pierres n'est pas particulièrement bien retranscrite, mais les pierres vous en avez là, et après je peux vous les montrer sans problème. Donc voilà, ma société, d'autres sociétés, puisqu'en fait j'ai un associé qui est cardiologue et qui lui travaille à plein temps encore, donc malheureusement il n'a pas pu se libérer ce soir. J'ai l'habitude, je fais la conférence souvent tout seul. Et donc voilà, on a créé notre société Austral Gemstone il y a à peu près 5 ans, sur 2 passions en fait, hein, celle de mon associé et la mienne. Et comme vous le voyez, on est d'abord chercheur de pierres et ensuite négociant en pierre. Donc notre plaisir, c'est de pouvoir aller dans les différents pays de l'océan Indien, de rencontrer les négociants en pierre, de descendre au fond des mines et de ramener des pierres pour notre collection qu'ensuite, en effet, on commercialise. Alors il faut que j'aille jusqu'à l'ordi pour passer les diapos. Donc voilà, celui de gauche, vous le voyez, et celui de droite, c'est Geoffrey. Donc on a en fait on reçoit dans nos bureaux, on a un bureau totalement sécurisé, on n'a pas de magasin, hein, ça ne nous intéresse pas, et donc on reçoit les clientèles privées uniquement sur rendez-vous dans un appartement sécurisé. On a, là il doit y avoir une trentaine de pierres, dans notre collection on en a 1200. Je suis parti en 2007, j'ai arrêté la chirurgie pendant 1 an et je suis parti à Bangkok faire un diplôme de gémologie dans une des 3 grandes écoles mondiales de gémologie, la IGS. Et moi je le dis parce que j'en suis fier, je suis sorti premier de l'école. Et donc voilà, donc il y a mon diplôme qui accrédite mes connaissances. Voilà notre terrain de jeu, entre guillemets. En fait, autour de la Réunion, on a une espèce de grand arc de cercle. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi après. Un grand arc de cercle particulièrement riche dans le sous-sol et particulièrement riche en minéraux et en pierres précieuses et pierres fines. Donc tout cet arc de cercle, pour des raisons géologiques que je vous montrerai tout à l'heure, c'est là où on se déplace principalement pour aller chercher nos pierres. On a commencé par Madagascar, et puis on va souvent au Sri Lanka, moi je suis parti en Asie du Sud-Est, en Birmanie, en Thaïlande, Cambodge, Vietnam, tout ça c'est des pays qui sont extrêmement riches en pierres précieuses. Pendant la conférence, je dis pierres précieuses pour ne pas dire pierres précieuses et pierres fines, mais ça englobe l'ensemble. Je vais vous le dire avant. Alors d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est que la gémologie. La gémologie, c'est simplement l'étude, l'observation et l'étude des pierres précieuses et des pierres fines.
La gémologie permet de déterminer la pierre qu'on a en main, c'est-à-dire lui donner un nom sans se tromper, de déterminer sa qualité, de déterminer son prix et sa nature. La gémologie, c'est aussi de descendre au fond des mines. Comme je vous ai expliqué, c'est notre passion. Et donc là, c'est dans une des mines, à Madagascar d'ailleurs. Peut-être si on organise le voyage, peut-être que vous descendrez dans ce trou ici, qui est une mine de tourmaline. Donc ça fait partie de la passion du gémologue, c'est aller sur place et descendre au fond des mines. Et alors là, je vous expliquerai tout de suite après. Et voilà Geoffrey, qui était persuadé pouvoir trouver des béryls, des aigues marines dans une mine et qui a creusé pendant 1 heure ou 2, mais quand on descend dans une mine, on trouve strictement rien. Ce sont les mineurs qui travaillent pendant des longues journées, des longues semaines et des longs mois qui sortent les pierres. Mais lorsqu'on descend pendant 1 heure, par curiosité, on ne trouve rien. Alors, je reviens sur la photo précédente. Souvent, on me pose la question, comment est-ce qu'on trouve une mine? Eh bien, il y a plusieurs explications. Et il y a quelques temps, j'étais à Madagascar sur les mines d'émeraude, et je demande au propriétaire des mines, je lui dis, on était sur les mines, en pleine brousse, et je lui dis, mais je ne comprends pas, pourquoi tu creuses à cet endroit, et pourquoi pas 10 mètres à côté? Et il me dit, ce sont les fourmis et les termites qui me disent où creuser. Pourquoi? Parce que fourmis et termites descendent très profond, et remontent, on a tous vu, sur les petites termitières ou fourmilières, des petits tas de cailloux à la sortie. Et en fait, il analyse ces cailloux, et en fonction de ce qu'il trouve dans ces cailloux, il trouve des signes annonciateurs des pierres. Et là, la petite termite qui est au centre de la photo tient entre ses pattes un diamant jaune. Bon, depuis, il y a des techniques beaucoup plus modernes aussi pour chercher les mines. Alors, à quoi doit répondre le gémologue? Le gémologue doit répondre à toutes ces questions. De quelle nature est la pierre? Donc, on a plusieurs techniques. On se sert des propriétés optiques, des propriétés chimiques et des propriétés physiques d'une pierre pour déterminer sa nature. Est-ce que cette pierre rouge est une tourmaline, un rubis, un grenat? Donc, on doit utiliser toute une batterie d'instruments qui vont nous permettre de déterminer la nature de la pierre. Une fois qu'on a déterminé la nature de la pierre, c'est quelle est son origine probable. À l'intérieur de la pierre, il y a des inclusions, il y a des couleurs qui permettent d'orienter l'origine de la pierre. Lorsqu'on a un saphir en main, les inclusions à l'intérieur de la pierre peuvent nous faire dire si le saphir vient de Madagascar, s'il vient du Sri Lanka, s'il vient de Birmanie. Donc ces inclusions sont évocatrices de l'origine géographique de la pierre. La qualité. Il est évident que les pierres peuvent être de qualité différente. Et donc le gémologue doit pouvoir déterminer qualité médiocre, moyenne, bonne ou excellente. Ensuite, est-ce que la pierre a subi un traitement spécifique? Il faut savoir que de plus en plus maintenant, pendant longtemps ça a été les saphirs et les rubis, mais maintenant il y a beaucoup d'autres pierres qui subissent des traitements, du chauffage, mais aussi du chauffage à haute température qui permet d'inclure dans la pierre des substances chimiques qui modifient la structure de la pierre. Il y a certains traitements qui sont autorisés, comme au Sri Lanka, le chauffage selon les anciennes techniques traditionnelles. Les chauffages haute température sont interdits, mais sont malheureusement de plus en plus utilisés. Donc le gémologue doit pouvoir, en analysant la pierre, déterminer si la pierre a été traitée. Et ensuite, est-ce que la pierre est naturelle ou synthétique? Alors, il y a quelques temps, il y a quelques dizaines d'années, le problème se posait à peine, quoique, mais de plus en plus, maintenant, on fait des pierres de synthèse, donc des améthystes de synthèse, des saphirs de synthèse, des rubis de synthèse, qui sont fabriqués selon une certaine technique que je vous expliquerai un petit peu plus en détail. Vous pouvez m'interrompre si vous voulez. Oui? Vous disiez, ou tu disais, comme tu voudras,
que la pierre était, on la chauffe pour essayer, et pourquoi dans quel but, s'il te plaît? Alors, on chauffe les pierres. On va parler des saphirs uniquement. On chauffe les pierres pour améliorer la couleur et pour masquer certaines inclusions disgracieuses. C'est un trompe-couillon, alors. Alors, le chauffage traditionnel à basse température est légal, autorisé. Pourquoi? Parce que les améliorations amenées à la pierre sont définitives. Donc c'est légal. Au niveau du prix, la pierre perd un peu de sa valeur, mais ça reste une pierre qui a une valeur légale puisque les modifications sont définitives. Par contre, ce qui est utilisé de plus en plus maintenant, c'est le chauffage à haute température. On amène le saphir à une température de fusion, c'est-à-dire environ 1300 degrés. Les molécules d'oxyde d'aluminium commencent à bouger entre elles, et à ce moment-là, on introduit à l'intérieur de la pierre du beryllium qui va améliorer la couleur, masquer certaines inclusions, mais de façon temporaire. C'est-à-dire que vous achetez une belle pierre, vous achetez un beau saphir, qui a été traité au beryllium, et 2 ans après, il a repris sa mauvaise couleur et ses inclusions disgracieuses. Et alors, il n'y a pas de recours contre ça? Aucun. Donc tu as acheté, tu t'es fait couillonner, tant pis pour toi, quoi. Malheureusement, dans ce domaine, oui. C'est pour ça que les achats un petit peu au hasard d'un voyage sont quand même très risqués. Parce qu'on achète, en effet, on peut acheter tout et n'importe quoi. Donc, c'est pas parce que je suis géologue que je le dis, mais c'est vrai qu'il faut acheter des pierres à partir du moment où on décide. Alors, on peut acheter des pierres à 50 €, bon, on se fait avoir, tant pis. Mais lorsqu'on décide d'acheter une pierre de valeur, il faut passer par un milieu spécialisé. Il n'y a pas de... Oui. Alors, moi, j'aurais une question. Comment ça se fait que la nature arrive à créer ces pierres? Comment se fait-il qu'il y a des pierres comme ça dans la nature, quoi? Alors, c'est dû à quoi? C'est une très bonne question. Je me pose moi-même encore la question parce que lorsqu'on regarde les pierres naturelles, elles ont, je vais vous le montrer après, une forme, des formes, on appelle ça la minéralogie, la cristallographie, qui donne aux pierres des formes géométriques absolument incroyables. Par exemple, le saphir est hexagonal, c'est une forme, je vous en montrerai, j'en ai. Comment est-ce que dans la nature c'est formé? Alors, la formation même du minéral, elle s'explique par des phénomènes géologiques. Le saphir, par exemple, le diamant, ce sont des formations qui sont à grande profondeur, à très haute température et à très grosse pression. Donc, on comprend la formation, mais on ne comprend pas le système qui amène le saphir, ou par exemple la fluorite, à avoir, le diamant par exemple encore, à avoir des angles droits. Le diamant naturel, tel qu'on le trouve dans la nature, c'est un cube. Donc nos physiciens, nos mathématiciens ont découvert la physique, les angles droits et toutes les formules mathématiques et physiques. Ils n'ont fait que découvrir quelque chose qui existe depuis des millénaires et des centaines de millions d'années. Alors la réponse, c'est la nature qui a créé ça. Maintenant, on explique par exemple pour le diamant, ce sont des atomes de carbone qui se forment à très grosse profondeur, environ 200 km de profondeur, très haute température, très haute pression, et qui permet à ce moment-là de faire fusionner avec des liaisons extrêmement fortes les atomes de carbone entre eux. Même chose pour les saphirs et les autres pierres, quoi. Avec des modes de formation différents. L'émeraude, par exemple, c'est plus une formation qu'on dit hydrothermale. C'est des phénomènes d'érosion qui permettent de former l'émeraude. Mais quant à leur forme naturelle, j'ai pas de réponse. Oui. Qui dit inclusion dit forcément perte de la valeur de la pierre, des inclusions qui peuvent être positives entre guillemets pour une pierre. Alors les inclusions, en fait, ce ne sont pas des défauts. Les inclusions, c'est véritablement des marques naturelles. Donc, dans certaines pierres, elles valorisent la pierre. Dans d'autres, elles
ne dévalorisent pas la pierre et elles font partie intégrante, et parfois lorsqu'elles sont inesthétiques, et c'est uniquement dans ce cas-là qu'en effet elles diminuent la valeur de la pierre. Mais sinon, maintenant, pour le gémologue, les inclusions sont devenues des éléments fondamentaux pour répondre aux questions que je vous ai montrées. Quant à sa nature, au fait que c'est une pierre naturelle et non synthétique, donc véritablement les inclusions sont des éléments qui pour nous sont très positifs. Elles ne sont négatives que lorsqu'elles dénaturent l'aspect esthétique de la pierre. Monsieur le Président, je crois que c'est votre téléphone. C'est pas grave. Alors, lorsque le gémologue a une pierre en main, qu'est-ce qu'il étudie? Bon, on a trois façons d'étudier la pierre. On la regarde à l'œil nu, on la regarde ensuite à la loupe, et on la regarde ensuite au microscope. Lorsqu'on regarde la pierre à main nue, il faut regarder la couleur, la répartition de sa couleur. Est-ce que la couleur est uniforme dans la pierre ou pas? Comment est-ce qu'elle est taillée? Est-ce qu'elle est taillée de la forme de la taille? Les facettes, est-ce que les facettes sont belles? Est-ce qu'elles sont bien formées? Est-ce que la pierre est symétrique? Est-ce que les inclusions sont déjà visibles à l'œil nu? Est-ce qu'elle dénature la beauté de la pierre? Ça, c'est les premiers éléments que le gémologue doit voir. Ensuite, on utilise ce qu'on appelle une bruxelle, c'est-à-dire une pince. En chirurgie, c'est pas la même chose, mais... et une loupe qui grossit x 10. Et là, on réétudie les mêmes éléments, c'est-à-dire la répartition de la couleur, les inclusions, les facettes, éventuellement les fractures, les défauts, et c'est la deuxième façon d'étudier la pierre. Vous n'étudiez pas les pierres brutes? Si. Parce que elles sont taillées. Là, elles sont taillées, oui. Ouais. Là, je vous parle en effet de l'étude des pierres taillées. L'étude des pierres brutes, c'est beaucoup plus délicat. Et beaucoup plus délicat, oui. Et c'est source d'erreur même du gémologue, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile d'observer les inclusions, d'observer la cristallisation. On a beaucoup de surprises lorsqu'on achète des pierres brutes. Oui. Alors, il y a beaucoup d'éléments. Comme je vous disais, on étudie les propriétés physiques, les propriétés chimiques et optiques. Je ne vais pas vous passer tout en revue parce que c'est un petit peu long et c'est un petit peu long. Par contre, il y a deux éléments qui sont super importants. C'est le poids. Le poids d'une pierre, il s'évalue en carats. On a tous la notion que le carat est soi-disant valeur de qualité de la pierre. Absolument pas. Le carat, c'est 1/5 de gramme. 1/5 de gramme, que ce soit du diamant, du saphir, du rubis, ou même une pierre, n'importe quelle pierre, mais un carat, c'est 1/5 de gramme. Donc ça, c'est un des éléments importants. Oui, alors, sur cette photo, on voit un petit peu tous les instruments dont on dispose pour étudier les pierres. Donc on a le microscope, on a dichroscope, on a polariscope, on a vraiment, comme je vous dis, on étudie toutes les propriétés physiques, optiques et chimiques de la pierre pour déterminer sa nature. Deuxième élément super important, c'est la dureté. La dureté de la pierre, on sait que le diamant, c'est la pierre la plus dure de l'espèce minérale. Et donc pendant longtemps, jusqu'il n'y a pas très longtemps, il y a 150 ans, on testait le diamant avec l'épreuve de l'enclume, qui était une super épreuve. À la place de l'œuf, on mettait un diamant et puis on tapait sur le diamant avec un marteau, lourd si possible, et on a dû casser des kilos et des kilos de diamants. Même chose pour les émeraudes, même chose pour toutes les pierres, car en fait, la dureté d'une pierre, ce n'est pas la résistance au choc, mais la résistance à la rayure. Donc le diamant est en effet le minéral le plus dur qui résiste à la rayure, et non pas au choc. Et donc il y a des quantités de pierres qui ont disparu, parce qu'on a utilisé la fameuse technique de l'enclume, qui était totalement mauvaise. De la dureté à la rayure, c'est un physicien, M. Mohs, qui a donc évalué l'échelle de Mohs, qui évalue la dureté des différentes pierres, qui part de la dureté 1, le talc, qui va jusqu'à 10, le diamant, en sachant que la dureté est exponentielle, et que entre le 8 et le 9,
la dureté est multipliée par 3, mais entre 9 et 10, la dureté est multipliée par 16. Résistance à la rayure. Le papa de mon associé, lui a montré un diamant qu'il a laissé tomber sur le carrelage et le diamant s'est cassé en deux. Et puis vient le microscope. Donc au microscope, on a encore plein de choses à voir, mais l'élément le plus important au microscope sont les inclusions. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, les inclusions, en fait, c'est des éléments qui sont super importants pour les gémologues parce que ça permet de répondre à toutes les questions que je vous ai montrées initialement. Par exemple, là, alors les inclusions sont super esthétiques, hein, on pourrait en faire des tableaux, vous allez... Oui. Ça doit avoir une incidence sur la dureté de la pierre. Oui, c'est vrai. Oui. Il y a certaines inclusions, en fonction de leur position, peut en effet influencer la dureté de la pierre. En particulier dans l'émeraude, qui est une pierre qui est assez fragile. Et là, par exemple, vous avez une inclusion justement dans l'émeraude, qui est une inclusion qu'on appelle triphasique. Pourquoi triphasique? Parce qu'on a une bulle de gaz, on a un cristal, le tout enveloppé dans un liquide. Donc ça, c'est des inclusions qui sont typiques des émeraudes naturelles. On peut avoir de l'eau? On peut avoir de l'eau, oui. Oui, oui. Même question. Même question. Alors, lorsqu'on voit cette inclusion dans une émeraude, c'est super parce qu'on ne peut pas les trouver dans les émeraudes de synthèse. Donc on se dit, voilà, là on a une émeraude naturelle. Malheureusement, dans toutes les émeraudes naturelles, on n'a pas d'inclusion triphasique. Bon voilà, je vous montre quelques diapos d'inclusion particulièrement belles. Hein. Je trouve ça absolument magnifique. Donc là encore avec des cristaux, du gaz. Ça peut être un autre minéral aussi. Comment? Ça peut être un autre minéral aussi. Oui, oui, bien sûr, oui. Ah oui, tout à fait, oui. C'est souvent des cristaux de sel. Et alors là, on a des inclusions caractéristiques qui sont des aiguilles de rutile. En fait, les aiguilles de rutile, on les trouve principalement dans les saphirs et les rubis. Et c'est des couches d'aiguilles qui sont superposées à 60 degrés les unes par rapport aux autres. Et lorsque le soleil ou la lumière vient taper sur la pierre et sur les inclusions, ça donne le saphir étoilé. Attention au saphir étoilé, il y a beaucoup de synthèses de saphir étoilé. En particulier à Madagascar, en particulier à Nosy Be. Comment on les reconnaît? Il faut étudier, c'est une étude assez précise justement des mouvements de l'étoile à la surface. Donc l'étoile a certains mouvements, une certaine façon de bouger et qui permettent de discerner le saphir de synthèse et le saphir naturel. Alors généralement pendant les conférences, là à ce moment-là je passe la parole à Geoffrey. Son papa était géologue et donc il expliquait pas mal le système géologique. Alors le système géologique, c'est surtout pour expliquer pourquoi ce grand arc de cercle est particulièrement riche en sous-sol minéral. En fait, j'espère que ça va passer. J'ai un petit film qui dure 30 secondes et en fait qui explique que tout part il y a 300 millions d'années de la Pangéa. La Pangéa, le continent unique à l'époque, qui s'est divisé progressivement. Et lorsqu'il s'est divisé, en fait, tous les sous-sols les plus anciens de la Pangéa se sont répartis tout autour de l'océan Indien. Et c'est les sous-sols les plus riches et les plus anciens qui sont les plus riches en minéraux et pierres. Alors je vais voir si ça passe. Et oui. Donc voilà, on a la Pangéa avec les années qui passent et la répartition qui se fait, les continents qui vont se former au fur et à mesure. Vous voyez, on va avoir la remontée. Vous voyez, Madagascar qui s'est détaché de l'Inde et non pas du continent africain.
avec l'Inde qui va percuter l'Himalaya. Et donc voilà. Et donc en fait, tous les anciens, les plus vieux sous-sols de la Pangéa se sont répartis autour de l'océan Indien. C'est là où on trouve le plus de pierres précieuses. Alors, les différents types de pierres. Il y a deux grands types de pierres. Il y a les pierres précieuses et les pierres fines. Les pierres précieuses, le saphir, le rubis, l'émeraude et le diamant. La tanzanite est en train, tout le monde en discute, mais personne n'est d'accord. Est-ce que c'est une cinquième pierre précieuse, oui ou non? Il n'y a pas de critères bien précis. La tanzanite, elle est traitée, elle est aussi chauffée, là, non? Comment? Elle n'est pas chauffée, la tanzanite? La tanzanite est chauffée dans 80% des cas. Oui. Alors, autant dans les saphirs, le gémologue peut définir si le saphir a été chauffé ou pas, autant dans la tanzanite, malheureusement, il n'y a aucun critère qui permet de définir le chauffage ou pas. Le chauffage de la tanzanite est autorisé parce qu'il est définitif, il fixe une couleur et c'est définitif. Entre la pierre originale et après l'opération qui se fait, elle change de couleur aussi? Pas obligatoirement. Pas Hein, obligatoirement? non. D'accord. Non, on trouve, au fond des mines, on trouve des tanzanites de bleu-violette. Oui. Et on trouve aussi des tanzanites de toutes les couleurs, parfois un peu grisées, qui, là, au chauffage, vont prendre la couleur bleu-violette. Alors, les pierres précieuses, le saphir. Voilà le saphir tel qu'on le trouve dans la nature, en forme alluvionnaire. Donc, il a cette forme naturelle, comme on le disait tout à l'heure. Hein, comment est-ce que ça s'est créé avec cette forme géométrique? Point d'interrogation. Qui l'a créé de façon géométrique? Qui a déterminé l'assemblage des molécules d'oxyde d'aluminium géométriquement? Saphir naturel et saphir taillé. C'était un saphir au Sri Lanka qui fait une dizaine de carats. Alors, quels sont les meilleurs tailleurs? Les meilleurs que je connaisse actuellement, dont leur réputation est un petit peu entachée en ce moment, sont les Russes. Alors, je connais de très très bons tailleurs russes à Bangkok, je connais de très bons tailleurs de diamants en Inde et en Israël. Cela dit, après, pour les pierres de couleur, il y a de très bons lapidaires un peu partout, mais vraiment les meilleurs sont en Israël, en Inde et en Russie. Bon, en Russie, en ce moment, on n'y va pas beaucoup. Les pierres prennent de la valeur. Comment? Les pierres prennent de la valeur, ça, on n'y va pas beaucoup. C'est probable, oui. Le rubis. Là, c'est un rubis naturel, encore une fois, qui est dans sa gangue de quartz. Bon, désolé, les couleurs ne sont pas extraordinaires. Elles sont meilleures là, mais... Là, il est théoriquement rouge, sans pigeon, comme on dit. Et une fois taillé, alors là, c'est vraiment la couleur catastrophique. Bon, il y en a un là, hein, donc... Faites passer. Comment? Ouais. L'émeraude, et là on voit encore une fois, hein, ça c'est une émeraude naturelle avec sa forme hexagonale qui est absolument incroyable. Hein. Donc émeraude naturelle, émeraude taillée. Le diamant naturel, alors il a des formes trigonales, mais il est surtout cubique à la base. Et le diamant taillé. Et ensuite, le deuxième groupe sont les pierres fines. Avant, on les appelait semi-précieuses, ça a changé la dénomination. Pierres fines, il y en a à peu près 200 groupes, donc ça fait beaucoup. Je vais vous passer en revue rapidement quelques-unes. La tanzanite, je m'arrête quand même dessus parce que c'est une pierre un peu particulière qui a été découverte en 1966. C'était un jeune berger en Tanzanie qui gardait ses brebis et il se mettait toujours au même endroit. C'était un endroit assez rocailleux et puis il attendait, la journée se passait, puis après il rentrait ses brebis. Et puis un jour il était assis là et il y a un orage terrible qui arrive avec la foudre tombe
Et sur les endroits rocailleux, où ces chèvres, où ces brebis allaient, ils s'avancent, et en fait la pierre avait changé de couleur. De gris, elle était passée à bleu. Et c'est comme ça qu'a été découvert la tanzanite. Depuis, on s'est rendu compte qu'en fait la tanzanite, il y avait un seul site au monde, que c'était un phénomène géologique très très particulier qui ne s'était reproduit nulle part ailleurs sur la Terre. Et donc, c'est 3 à 4 km² avec de nombreuses mines sur place, des mines internationales et des mines nationales qui permettent d'aller chercher les tanzanites. Les mines sont actuellement en cours d'épuisement. Donc la mine principale, Tanzanite One, est fermée. Les mines ferment progressivement parce que maintenant, moi quand j'y suis allé avec Geoffrey, c'est il y a 3 ans, juste avant le Covid, on descendait à presque 1500 mètres en profondeur pour aller chercher les pierres. Bon, et maintenant ces mines-là, elles sont fermées au fur et à mesure. Donc c'est une pierre qui prend beaucoup de valeur, c'est pour ça qu'on est en train de se poser la question de savoir si c'est une pierre qui rentre dans le côté précieux ou pas. Tout à l'heure, je vous avais dit que 80% des tanzanites sont chauffées. C'est pour améliorer la couleur. Qui parle, excusez-moi. Ah pardon, oui, excusez-moi, oui. Tout à l'heure, vous nous avez dit que 80% des tanzanites sont chauffées. Oui. C'est pour l'amélioration de la couleur. Oui. Oui. Ça améliore la couleur et ça donne cette couleur bleu-violet avec des nuances bien sûr, mais le chauffage c'est pour ça. Parce que on va dire que 80% des tanzanites qui sortent des mines ont une couleur un petit peu grisée. Donc elles sont chauffées parce qu'elles sont chauffées et la couleur est définitive. C'est pour ça que la poudre, il avait vu à cause de la poudre, ça avait chauffé la pierre. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Alors, aller sur place en Tanzanie, donc c'est une petite région très, très fermée, très très mal sécurisée. Là-bas sur place, les gens qui travaillent sur place sont tous armés. Alors là, c'est un peu particulier. Il y a un seul hôtel où on était. L'hôtel est entouré d'une muraille de 5 mètres de haut et tous les 10 mètres, il y a un garde avec un fusil à pompe. Et quand on descend dans les mines, c'est pareil. Donc c'était un petit peu particulier. Pour la petite anecdote, on était parti, non pas pour acheter des pierres, mais en exploration. En exploration, on a quand même acheté des pierres. Et la veille de notre départ, on s'est fait arrêter par la police militaire. Et on a failli terminer en prison. Il a fallu négocier très très dur. Ça a été vraiment très particulier. C'était comme dans les films. Et donc, et quand on est parti, on a pris l'avion, on n'était pas du tout rassurés. On a failli terminer en prison. Deuxième catégorie mal connue, c'est le spinel. Le spinel, c'est une pierre qui était totalement inconnue il y a encore quelques années et qui prend énormément de valeur parce que c'est une pierre très très belle, qui peut avoir différentes couleurs, toutes les couleurs. Bon là c'est rouge, mais toutes les couleurs du spinel existent sauf le jaune. Et c'est vraiment des pierres qui sont d'une très très grande beauté et qui prennent beaucoup de valeur en ce moment. La tourmaline, là aussi, c'est une pierre qui prend aussi toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et qui a la particularité, à l'intérieur de la pierre même, de pouvoir avoir plusieurs couleurs. Donc on appelle ces tourmalines les tourmalines melon d'eau, parce qu'en fait, ça passe du jaune au rouge, au vert, et c'est absolument merveilleux. Les béryls, en particulier le béryl bleu, qui est l'aigle marine. Alors, l'aigle marine, on a l'habitude de voir les aigles marines très clairs dans les magasins, alors qu'en vérité, la belle couleur d'aigle marine, c'est un bleu intense qu'on appelle le bleu Santa Maria. C'est une couleur beaucoup plus rare, qu'on trouve difficilement. Là, par exemple, vous le voyez mal, mais cette pierre, c'est une Santa Maria avec un bleu vraiment intense, et c'est vraiment super. Il y en a ici. Je m'arrête une minute, je bois un coup. Une polychrome avec toutes ces formes triangulaires à l'intérieur, c'est les appositions. En fait, une pierre, elle grandit comme un arbre. Quand on a la section d'un arbre, on voit les cernes de l'arbre. En fait, les pierres, elles grandissent, alors évidemment, beaucoup plus lentement,
sur des millions d'années, mais avec des appositions progressives en fonction de leur géométrie initiale. Les triangles que vous trouvez dans votre tourmaline, en fait, c'est des appositions progressives en fonction de la géométrie interne de la pierre. Les lignes de croissance. Voilà. Le grenat, on le connaît tous, le grenat rouge. Ah, qu'est-ce que je fais alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tour des marais? Pascal? J'aurais pas dû m'arrêter pour voir. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Merci. Faut pas que je m'arrête. Dans le grenat, on connaît tous le grenat rouge. En réalité, encore une fois, c'est une pierre multicolore. Le grenat peut être, là j'ai une boîte, et donc je regarde. Le grenat, il peut être rouge, il peut être rose, il peut être parme, il peut être jaune, il peut être orange, il peut être vert. Le grenat vert, en particulier la tsavorite et le démontoïde, sont des pierres qui sont extrêmement rares et très très chères. Donc le grenat, c'est une pierre qui, là aussi, prend de la valeur, qui était très peu connue et finalement mis de côté pendant des décennies, mais maintenant qui prend beaucoup de valeur, en particulier certaines couleurs, le jaune, l'orange, le vert en particulier. Il y a également des inclusions aussi? Oui, il y a aussi des inclusions. Alors, vous faites bien... Comment? C'est ça qui donne cette couleur verte? Non, alors les couleurs, en fait, je vais vous en parler un petit peu après, mais je peux vous en parler tout de suite. En fait, les couleurs des pierres, c'est parce qu'il y a une base chimique, comme par exemple l'oxyde d'aluminium dans le saphir. Le saphir, comme le diamant d'ailleurs, le carbone, c'est la structure de base. Donc, dans le saphir, c'est de l'oxyde d'aluminium pur, Al2O3, donc 3 oxygènes, 2 aluminium, qui se mettent entre eux et qui créent du saphir. S'il n'y a que ça, le saphir est blanc transparent. Mais, naturellement, va se mettre entre les molécules d'oxyde d'aluminium, dans le saphir, soit du chrome, soit du fer, soit du titane. Et en fonction de la concentration de ces trois, la couleur va changer. Si c'est du titane, ça va être un saphir bleu. Si c'est du fer, ça va tirer vers le vert. Si c'est du chrome, principalement, ça va tirer vers le rose. J'anticipe un peu sur la suite, mais à partir du moment où dans le saphir, on va avoir que du chrome qui se rajoute, ni fer, ni titane, eh bien ça va donner une pierre qui s'appelle le rubis. Et le rubis n'est qu'un saphir, mais qui contient que du chrome. Donc les différences de couleur dans les pierres, dans le diamant c'est la même chose, bon j'anticipe mais c'est pas grave, dans le diamant c'est la même chose, ce sont des atomes de carbone purs qui sont accrochés les uns les autres par des liaisons covalentes, et de façon minime va se passer des éléments différents. Par exemple, quelques atomes de bore vont s'inclure entre les molécules de carbone et vont donner du diamant jaune. Lorsqu'il va manquer un atome de carbone, le diamant va être rose et rouge. Lorsqu'il va subir une irradiation naturelle, le diamant sera vert. Et donc c'est ça qui permet d'avoir des couleurs différentes dans les différentes pierres. Qu'est-ce que c'est qu'une irradiation naturelle? Irradiation naturelle, en fait c'est... Oui, mais dans le sol, il y a des irradiations, je ne sais pas si c'est des rayons gamma ou je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il y a de la radioactivité naturelle, qui est minime, hein, qui est tout à fait minime, mais... Alors par contre, justement, à propos de ça, on prend maintenant on parlait de pierres, des traitements des pierres, on prend des diamants blancs de mauvaise qualité, on les irradie, et ça donne des diamants bleus qui coûtent très très cher. Alors, non seulement c'est malhonnête, mais en plus, les pierres sont irradiées, et donc, c'est pas dangereux, mais elles émettent de la radioactivité. Attendez. L'histoire Oui. de temporalité. Est-ce
qu'elles grandissent. Oui. Donc on peut les dater. On peut les dater, oui. Oui, oui, bien sûr. Oui. On sait par exemple que les diamants, de façon générale, il n'y a pas un diamant qui est plus jeune que 50 millions d'années. Ah bon, on va ça va commencer. Oui, c'est pas grave. Oui, donc on peut dater les pierres, en effet, oui, et les pierres ont plusieurs dizaines de millions d'années. Les diamants, c'est même encore plus. Hein. Encore plus, ouais. Oui, excusez-moi, vous vouliez... La base chimique. Elle est compliquée, je ne la connais pas par cœur. Mais c'est à base de beryllium, mais beryllium naturel. D'oxyde de beryllium. Bon, je recommence la manip alors. Après, il y a tous les autres groupes. Je les ai regroupés dans la pierre de lune. Alors, en réalité, il y a plein d'autres pierres. Alors, je peux parler des améthystes, des citrines, des rhodochrosites, de la fluorite. Enfin bon, il y en a au moins des dizaines. Donc voilà, la pierre de lune, elle regroupe tout le reste. On va rentrer un petit peu plus dans les détails. C'est bon? Ça va? Bon. Oui. Je n'ai pas eu ma réponse à la question précédente. J'ai bien compris que la fontanite, on ne savait pas trop la période fertile. Oui. Ah. C'est une question, à mon avis, qui remonte à très longtemps, à l'époque où certaines pierres étaient réservées à l'élite, aux rois, aux reines, aux princes, aux familles princières, et où ils s'étaient orientés vers 4 pierres, qui étaient le saphir, l'émeraude, le rubis et le saphir. Les autres étaient des pierres qui, au niveau de la couleur, n'intéressaient pas. Il y a même une histoire qui est absolument fabuleuse, et je vais faire une conférence dessus, sur un seul diamant qui s'appelle le bleu de France, qui est une pierre qui est absolument fabuleuse, qui a une histoire extraordinaire qui mérite une conférence. Et lorsqu'elle a été amenée par Jean-Baptiste Tavernier à Louis XIV, il a vu ce diamant bleu qui était absolument extraordinaire, et il l'a rejeté, il ne voulait même pas l'acheter. Donc, c'est très subjectif, en fait. C'est très subjectif, mais il y a longtemps, ça a été déterminé par des sociétés savantes qui ont dit désormais, les pierres précieuses seront ces 4-là et pas les autres. Or, ah oui, qui a décidé de faire la différence. Oui. Non. De composition, oui, mais c'est pas ça qui fait la différence pierre fine, pierre précieuse. C'est uniquement côté, on va dire, commercial ou esthétique d'il y a très longtemps, quoi. La quantité, non plus, parce que en diamant, je peux vous dire que moi j'y étais encore là, la semaine dernière, il y a sur certaines expositions, en particulier en Asie du Sud-Est, où les diamants, on les trouve à la pelle. Alors que le grenat démantoïde, c'est un grenat vert, pour en trouver, c'est extrêmement rare. Donc en fait, il y a certaines pierres fines qui ont plus de valeur commerciale que certaines pierres précieuses. Le diamant, comme disait Marilyn, c'est le meilleur ami de la femme. Elle a dit ça lors du tournage du film, hein, Les hommes préfèrent les blondes. Elle a dit ça parce qu'en fait, pendant le tournage, elle a porté, sur certaines scènes, elle a porté un diamant au cou qui s'appelle la Luna de Baruda, qui est un diamant jaune de 24 carats, qui est absolument fabuleux. Et en fait, pendant tout le tournage du film, on lui avait prêté ce diamant qu'elle portait de temps en temps sur le tournage. Et elle en avait conclu que c'était donc le meilleur ami de la femme. Le diamant, donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'agencement d'atomes de carbone pur. Ça se fait à très grande profondeur, très haute pression, très haute température. Pression, c'est 50 000 atmosphères, température environ 1500-2000 degrés. Si on diminue la température ou si on diminue la pression, les atomes de carbone ne s'agglutinent pas par liaison covalente
mais s'agglutinent en liaison polyvalente, je crois, et donnent du charbon, tout simplement. Et le charbon, c'est des atomes de carbone, mais à faible pression et faible température. C'est la seule différence avec le diamant. On connaît tous le diamant blanc, mais comme je vous disais tout à l'heure, en fait, le diamant a toutes les couleurs. Là, c'était un diamant qui venait de Bornéo. En fait, à Bornéo, il y a des diamants qu'on appelle chocolat, mais en fait, qui ont des couleurs... malheureusement, la couleur ne transparaît pas, mais c'est un diamant brun avec des notes de rose, et qui ont... ce diamant a charmé la femme de l'inspecteur des impôts de La Réunion. Pas celui actuellement, mais le précédent, donc c'est pour ça que j'en parle, il est parti. Et donc, bon, il a eu du mal à faire cadeau à sa femme. Mais elle lui avait dit, je dévoile le secret, je ne quitterai pas le bureau sans ce diamant. Donc bon, moi je disais rien parce que l'inspecteur général des impôts... Et donc voilà, alors... Encore une fois, désolé pour les couleurs, le diamant a toutes les couleurs. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en fonction du phénomène physique ou chimique, eh bien, il peut prendre toutes les couleurs. On a le diamant jaune, on a les diamants roses, les diamants verts. Toutes les couleurs existent dans la nature. Les plus rares sont les rouges. Diamants rouges, il y en a 16 au monde. Ils sortent de la mine d'Argyll en Australie et ils coûtent très très cher. Ils coûtent environ, je crois, plus de... Ça, c'est une vente assez ancienne, mais maintenant, un carat, c'est-à-dire 1/5 de gramme, c'est environ 2 millions de dollars. Rapidement, donc, la répartition des mines de diamants. Malheureusement, j'ai oublié de mettre l'Inde, parce qu'en fait, l'Inde, avec les mines de Golconde, c'est principalement les plus belles et les plus anciennes mines de diamants au monde. Maintenant, on trouve des diamants un peu partout. Alors, on ne voit toujours pas la Réunion. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Réunion est une île trop jeune et les diamants sortent par les volcans, mais au bout de dizaines de millions d'années. Donc, on est encore trop jeune. Mais il y a des signes prémonitoires de diamants. Lorsque vous regardez une roche de lave au microscope, ou du moins avec une loupe, vous allez voir des petits cristaux verts, c'est du péridot. Et ce péridot est signe annonciateur de diamants dans 10 ou 15 millions d'années. Je fais aussi une conférence sur le diamant uniquement. Et là, je vous montre, parce que là, on n'a pas le temps, mais je vous montre les trous, les mines de diamants, en particulier en Russie. C'est absolument incroyable. Et puis en Afrique du Sud aussi. C'est des destructions catastrophiques de la planète. Ils font des trous d'une profondeur inouïe, d'une grandeur terrible. Donc, alors, comment choisir un diamant? On utilise la règle des 4 C. Bon, je vous parlerai du 5e après. Les 4 C sont les 4 C, c'est la classification la plus sérieuse puisqu'elle est internationale. Les 4 C, c'est dans un premier temps le carat, c'est le poids du diamant. En sachant que un diamant de 2 carats ne pèse pas, ne vaut pas au niveau commercial, ne vaut pas le prix de 2 diamants de 1 carat. Le prix du diamant est exponentiel. Donc 2 carats valent beaucoup plus cher que 2 de 1 carat. Et après ça augmente 3, 4, c'est encore plus exponentiel. Clarity, c'est la clarté, c'est justement la présence d'inclusion. Alors dans le diamant, évidemment, on cherche l'absence totale d'inclusion. L'absence totale d'inclusion, c'est FL, flawless, et ensuite on descend, on a tous entendu parler du diamant VVS, VVS1, VVS2, VS1, et tout ça sont des classifications qui permettent au microscope de déterminer les inclusions présentes dans le diamant et qui déterminent aussi sa valeur. La couleur, on parle du diamant blanc uniquement. La couleur va de D à Z. La couleur D, c'est le plus beau blanc qui puisse exister. On a des techniques pour comparer les blancs.
Parce que lorsqu'on regarde deux diamants, blancs, ils sont blancs l'un et l'autre. Et en fait, on a des techniques en tant que gémologue pour déterminer la qualité de la couleur du blanc. Et puis enfin, la taille, le cut, élément extrêmement important, il faut qu'un diamant soit excellemment taillé. Pourquoi? Parce que en fait, lorsque la lumière pénètre par la table du diamant, la lumière est réfléchie à l'intérieur sur les différentes facettes et ressort par la table. Plus la pierre est bien taillée et plus elle sera brillante. Et si elle est taillée de façon moyenne, eh bien la pierre va perdre de sa brillance et donc de sa valeur. Bon, le 5e C, c'est un ami qui me l'avait soufflé une fois. Le 5e C, c'est la carte de crédit, le chéquier. Et ça, c'est un élément aussi important. Donc voilà. Alors, cette classification est internationale. Elle est rapportée tous les mois sur ce qu'on appelle les tables de Rappaport. Nous, gémologues, on reçoit les tables de Rappaport régulièrement de façon à déterminer, ça change tous les mois, le prix des pierres en fonction des 4 C. Donc, où que vous alliez dans le monde, vous pouvez vous baser sur ces tables de Rappaport au niveau professionnel pour avoir la valeur d'une pierre. Élément super important, c'est le gravage. Pour lutter contre les guerres tribales et les malveillances, en fait, depuis quelques années, on grave les pierres qui sont au-dessus d'un demi-carat. C'est-à-dire qu'elles sont gravées au laser, comme vous pouvez le voir sur la tranche, avec un numéro. Ce numéro, il se retrouve sur le certificat d'authenticité du diamant, qui est délivré par des laboratoires spécialisés. Donc, ces laboratoires spécialisés étudient tous les éléments dont je vous ai parlé, les 4 C, qui sont tous à gauche, et en haut, le numéro de passeport, entre guillemets, le numéro de passeport de la pierre qui est gravé sur la pierre. Ce qui fait que on ne peut pas modifier un diamant sans toucher au numéro de la pierre. C'est-à-dire que si on essaye comment vous expliquer? Retailler. Comment? Retailler. Modifier une pierre. En modifiant une pierre, on peut remettre le numéro dessus, sauf qu'on a les dimensions exactes sur la 4e ligne. Et les dimensions exactes, nous, lorsqu'on a un diamant à acheter, on mesure le diamant, et au centième de millimètre, si on se rend compte que ça ne correspond pas au certificat, on a la preuve que la pierre a été modifiée. Donc tous nos diamants ont un certificat de laboratoire. Quelques exemples de diamants particuliers. Celui-là, qui est assez gros, puisqu'il fait la taille d'une balle de tennis, c'est le diamant Cullinan. C'est le plus gros diamant brut qui a été trouvé. Il a été trouvé en 1905 dans la mine de Cullinan en Afrique du Sud. Et il pesait 3106 carats. Ce qui est énorme, c'est à peu près 600 grammes. Et en fait, ce n'est qu'un fragment de la pierre initiale. On en a trouvé récemment une autre partie et on a fait une évaluation physique et il est probable que la pierre initiale pesait 1,2 kg. Ce qui est énorme. Qu'est-ce qu'on a fait de cette pierre? Eh bien, monsieur... alors là, j'anticipe, mais peut-être que je viendrai faire la conférence de diamant, on ne sait jamais. Donc, j'anticipe un peu, mais cette pierre, elle a été taillée par monsieur Hacher, qui était le plus grand lapidaire en Europe à l'époque. Non, je crois que c'était Amsterdam. Et donc là, on le voit donner le premier coup pour séparer la pierre en deux. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Il en a fait 9 très gros diamants, comme vous pouvez voir, et 96 autres petits, avec une perte totale d'environ 40%. Et ces diamants, on peut les voir en fait, on peut les voir sur la couronne d'Angleterre. Donc pour ceux qui ont été à la Tour de Londres, ils ont certainement vu la couronne d'Angleterre et le sceptre qui porte les deux principaux Cullinan, Cullinan 1 et 2,
Vous voyez à peu près le plus gros qui fait 530 carats dans une paume de la main. Bon, après, il y a d'autres diamants exceptionnels, comme le Tiffany, le plus gros diamant jaune taillé, qui fait 128 carats. Le graphe Vénus, exceptionnel par sa taille, taille en cœur, c'est exceptionnel. Alors, juste un détail, c'est que le Cullinan, dans la classification, il n'y avait aucune inclusion à l'intérieur. Il était parfait, et au niveau de la couleur, la plus belle couleur. Donc, c'était absolument exceptionnel. Mon diamant préféré, l'Oppenheimer Blue, qui n'est pas très gros, 14 carats, mais qui, pour moi, c'est le plus beau. Un bleu absolument fabuleux, qui a été vendu il y a 2 ans chez Christie's à, je crois, 30 millions de dollars. Ouais. Bon, malheureusement, c'est pas moi qui le tiens. Il a été supplanté par le Pink Star, qui est plus gros, qui fait 60 carats, mais qui a été vendu à un riche chinois pour 71 millions de dollars, et qu'il l'a offert à sa fille de 10 ans. Diamant bleu. Voilà le grand bleu de France. Bon, il a une histoire absolument fabuleuse. Je fais un petit résumé ou pas? Oui. Bon. Jean-Baptiste Tavernier, à l'époque, c'était un très grand voyageur, collectionneur d'art et collectionneur de diamants. Et donc, l'histoire veut qu'un jour, il part en Inde, sur les mines de Golconde, où il y a eu un massacre de mineurs décidé par le Maharaja de l'époque. Et un des enfants qui a pu survivre a volé cette pierre. Jean-Baptiste Tavernier a réussi à la récupérer et à l'acheter, et à la ramener à Louis XIV. Pierre magnifique. Il l'a fait tailler à l'époque, et une fois taillée, il la présente à Louis XIV, qui n'aime pas les diamants bleus, et donc qui la rejette. Et puis, Jean-Baptiste Tavernier a su quand même présenter les choses, et Louis XIV a accepté de l'acheter, sous réserve que dans le fond de la pierre, on voit une étoile d'or qui représente le roi Soleil. Donc il a fait retailler la pierre, telle qu'on la voit là, avec dans le fond cette étoile qui, à l'époque, lorsqu'elle a été montée sur la toison d'or, l'étoile a été recouverte d'or derrière. Et donc lorsqu'on regardait la pierre, il y avait le soleil d'or qui se reflétait, qui était à l'intérieur, au fond de la pierre. Puis il y a eu la Révolution, et puis tous les bijoux royaux ont été confisqués, et c'est la Bibliothèque nationale, je crois, où tout était gardé, et elle a été cambriolée. Et le Grand Bleu de France a disparu. Et 20 ans après, disparu. 20 ans après, il y a un célèbre bijoutier joaillier de New York qui présente à la vente le diamant Hope. Mais bon, le diamant Hope, il fait 44 carats. Le bleu de France faisait 112, je crois. Donc aucun rapport. Et puis récemment, et donc il y a un livre qui est paru, et moi je veux faire une conférence là-dessus, il y a un livre qui est paru, il y a un gémologue et un historien qui se sont concertés et qui ont, à force de travail sur 2 ou 3 ans, ont réussi à prouver que le Hope, c'est en fait le bleu de France qui a été volé, retaillé, pour pouvoir être recommercialisé. Et le bijoutier joaillier a longtemps été soupçonné de lui-même avoir retaillé la pierre pour pouvoir la commercialiser, pour ne pas être accusé d'avoir participé au recel de la pierre. Cette pierre, le Hope, a malheureusement porté malheur à tous ses propriétaires, qui ont été soit ruinés, soit morts par accident, soit par maladie. Et donc aujourd'hui, c'est la 2e pièce d'art qui est la plus visitée au monde. Elle est au Smithsonian Museum à Washington, et elle côtoie en nombre de visiteurs la Joconde à Paris. Mais plus personne ne veut la toucher, cette pierre. Donc voilà.
Le rubis, bon, bah, en fait, on va aller vite, puisque le rubis, je vous ai expliqué tout à l'heure que c'était du saphir, de l'oxyde d'aluminium, mais sans fer, sans titane, et uniquement du chrome, qui permet de donner cette couleur rouge à la pierre, qui donc s'appelle rubis. La plus belle couleur rouge, on la trouve en Birmanie, dans les mines de Mogok, et c'est le sang de pigeon, couleur sang de pigeon. C'est un rouge très intense, avec une pointe de couleur framboisée qui donne une couleur très très particulière. Donc là, quelques exemples. Voilà, la répartition qui est très particulière, hein, puisqu'on voit vraiment que c'est tout le pourtour, comme je vous montrais tout à l'heure, tout le pourtour de l'océan Indien qui est riche en mines de rubis. Les plus beaux sont en Birmanie. Donc, quelques exemples de pierres particulières. Ça, c'est un collier de Maharaja qui a la particularité d'avoir 108 rubis qui ont la particularité d'être tous de la même couleur. Ce qui est un exploit absolument fabuleux et qui donne ce collier n'a aucune valeur. Il n'a pas été estimé, mais il y a 108 rubis qui sont tous de la même couleur. Ce qu'on appelle l'appairage, qui est le plus difficile à obtenir dans les pierres. Le saphir, donc oxyde d'aluminium, avec ces trois composants qui modifient les couleurs. Donc le bleu qui est le plus connu, et puis après, toutes les couleurs. La couleur la plus rare, malheureusement, on ne la voit pas bien, c'est celle qui est octogonale en haut, c'est ce qu'on appelle la couleur Patparacha, c'est du rose et de l'orange mélangé. Rose et orange mélangé qui donne la couleur la plus rare et la plus recherchée au niveau des saphirs. Le saphir violet, le Patparacha, et la répartition qui est identique au rubis puisque c'est la même nature minéralogique. Est-ce que le saphir et le rubis sont des quartz? Non, pas du tout, non. Non. C'est la dénomination scientifique, c'est corindon. Donc quelques exemples avec des fois les saphirs sont très très pâles et tout ça, c'est quand même très très beau. Alors voilà justement une photo alors assez rare puisqu'en fait le chauffage des pierres ce sont des techniques assez secrètes au Sri Lanka et donc je connaissais pas mal de monde, ce qui m'a permis d'aller faire ces photos. Donc vous voyez en fait, je crois que je sais pas si non on voit pas. En fait le saphir il est mis au milieu d'un petit brasero et il y a le souffleur qui monte la température à 700 degrés à peu près, et ce qui permet donc de modifier définitivement la couleur de la pierre. Chauffage qui est autorisé et légal. On parlait tout à l'heure des pierres de synthèse, en particulier les saphirs de synthèse et rubis de synthèse. C'est une technique qui existe depuis le 19e siècle en fait. Et je ne me rappelle plus son nom, Verneuil. Un physicien, monsieur Verneuil, qui a donc inventé la technique. Dans un four à haute pression, il fait rentrer de l'oxygène enrichi avec de la poudre d'alumine, un petit peu de couleur en haut, et lorsque ça tombe sur la flamme enrichie en oxygène, en fait, dans le four à haute température, avec la diminution de la chaleur, ça tombe sur un petit tour en bas, et qui permet la cristallisation de l'oxyde d'aluminium coloré, et qui donne du saphir de synthèse. Et donc, il y a beaucoup de saphirs de synthèse depuis très longtemps. Voilà, ça donne ça. Hein. Ça, c'est les pierres de synthèse. Il a les mêmes propriétés physiques, optiques et chimiques que le saphir naturel. Comment ? Non, entre un saphir bleu naturel de 1 carat qui va valoir maintenant facilement 1500 €, un saphir bleu de synthèse de 1 carat vaut 10 €.
Et moi j'ai vu en Birmanie, au Cambodge, il y a des vendeurs de saphirs, c'est terrible. Ils vendent des quantités phénoménales de pierres de synthèse, et puis après, une fois que c'est acheté, il n'y a aucun recours, comme vous demandiez tout à l'heure. L'autre histoire, ça c'est un saphir Paparacha de plus de 10 carats. En fait, l'histoire est simple, c'est que j'étais à Madagascar avant mes études de géologie, et la veille de mon départ, il y a un mineur qui venait des mines d'Ilakak, justement, et qui m'amène un saphir brut de 5 grammes, c'est-à-dire 25 carats. Et je partais le lendemain, je ne savais pas quoi faire, et j'ai décidé de l'acheter. Je l'ai fait tailler, et j'ai trouvé par hasard un acheteur japonais qui acceptait de m'acheter la pierre de 10 carats et demi pour une valeur de 150 000 €, avec évidemment un certificat d'authenticité. À l'époque, je n'étais pas gémologue, donc j'ai envoyé la pierre dans un laboratoire à Paris, et une semaine après, j'ai eu le résultat, pierre de synthèse. Donc cette pierre, elle est dans le coffre, dans d'autres locales, et elle n'est pas à vendre. Je la garde en leçon d'humilité, et vraiment toujours faire attention et n'acheter les pierres que lorsqu'on connaît les choses, parce que voilà. Et donc entre 150 000 € et la valeur actuelle, qui est d'environ 50 €, il y a une différence. Comment? Tout dépend combien vous avez dépensé. Ouais, mais je ne dis pas ça. Mais j'ai dépensé pas suffisamment. Et c'était ça, non, c'est pas ça, c'est que la valeur qu'on m'a demandé aurait dû me faire tiquer. Je ne l'ai pas acheté assez cher. Et donc ça aurait dû être un élément qui aurait dû me faire hésiter. Et je ne l'ai pas payé assez cher. Et à la taille, ça ne se voit pas. Ah non. Là, elle est même passée à la sonde Raman. C'est-à-dire, même moi, j'ai beaucoup de difficultés aujourd'hui à faire le diagnostic. Mais dans les grands laboratoires, ils ont des appareils encore plus sophistiqués, quoi. Bon, l'émeraude, avec une répartition géographique différente, puisque l'émeraude se forme, comme on le disait tout à l'heure, de façon hydrothermale. Donc c'est un mode de formation qui est très différent du rubis, saphir, diamant, et donc elle se forme ailleurs. Donc il y a les fameuses émeraudes de Colombie, il y a des émeraudes magnifiques de Zambie, des émeraudes magnifiques à Madagascar aussi. Et donc voilà. Quelques exemples, je ne sais pas si quelqu'un a vu les émeraudes Topkapi à Istanbul, qui sont les plus grosses et les plus belles émeraudes au monde. Comment? Non. Si on chauffe une émeraude, si on chauffe un béryl, puisque l'émeraude est un béryl, alors bizarrement, c'est un béryl, c'est-à-dire c'est une pierre fine, mais elle est considérée comme pierre précieuse. Bon, encore une fois. Une fois, j'avais acheté, encore une fois, avant mes études de gémologie, je le spécifie bien, j'avais acheté des aigues marines, et on m'avait dit, si tu veux qu'elles prennent une superbe couleur, tu les chauffes. Je dis, bon, comment? Tu les mets dans ton four micro-ondes, tu les mets sur 30 secondes, et ça va donner une couleur magnifique. Alors j'ai fait éclater toutes les aigues marines, elles ont toutes explosé, et même le four micro-ondes a pété. Donc voilà. Et les émeraudes, non, elles ne peuvent pas le chauffer parce qu'elles sont d'abord fragiles et elles ont des occlusions qui font qu'elles vont casser. Par contre, les émeraudes ont un traitement différent qu'on n'utilise pas pour les autres pierres, c'est le huilage. Donc on peut huiler soit de façon naturelle une pierre, et auquel cas, encore une fois, c'est autorisé parce que ça améliore la couleur de façon définitive. Sinon, on utilise des résines particulières qui rentrent dans les fissures microscopiques de la pierre, qui améliorent sa couleur, mais de façon temporaire. Donc vous achetez une belle émeraude qui a été résinée, et 2 ans après, elle a terni. C'est l'heure de la soupe. C'est tardif pour la sieste. C'est de l'ambre. Parce que les pierres, en fait, les insectes, enfin, je m'avance peut-être un peu, mais là où les pierres se forment,
Il n'y a pas d'insectes, par exemple, dans le diamant ou les rubis, saphirs, c'est beaucoup trop profond. Par contre, dans l'ambre, qui est en fait une résine qui se forme à l'extérieur, oui, elle inclut et là aussi, il y a des résines de synthèse. Donc, lorsqu'on observe de l'ambre, il faut bien regarder tous les insectes qui sont à l'intérieur, et si on en découvre un avec une petite bulle d'air devant, c'est que c'est une vraie ambre. Parce que l'insecte a été pris par surprise et a donc expiré au moment de sa mort. Bon, la tanzanite, je vous en ai parlé tout à l'heure. Quelques exemples de tanzanite. Il y en a ici aussi. Alors, vous voyez, brut, on peut trouver cette couleur aussi au fond des mines. Donc, on n'est pas obligé de chauffer toutes les pierres, toutes les tanzanites, puisqu'on peut trouver les pierres brutes comme ça. Comment choisir une tanzanite? En fait, ce paragraphe, ça résume comment choisir une pierre. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il faut choisir la pierre avec le coup de cœur. En milieu sécurisé. Le coup de cœur dans la rue, c'est très risqué. On peut tomber sur une belle pierre, hein, mais c'est très rare. Il faut acheter une pierre en milieu sécurisé et au coup de cœur. Donc la tanzanite, il y a des couleurs qui sont très variables, et en fait, il ne faut pas se fier au côté commercial. C'est vrai qu'il y a des pierres qui sont plus commerciales que d'autres, mais on peut choisir une tanzanite très claire ou très foncée. Les saphirs, pareil, et c'est vraiment le coup de cœur qui compte. Et au gémologue, de vous orienter sur la qualité de la pierre. Le spinel, donc pierre que j'aime particulièrement avec toutes ces couleurs possibles. Spinel noir. On va passer assez rapidement. Le spinel, ça se trouve dans quelle région? Il y en a beaucoup à Madagascar, il y en a beaucoup au Sri Lanka, il y en a beaucoup dans les pays, au Vietnam. Au Vietnam, il y a énormément de spinel bleu et rouge. Cambodge, Birmanie aussi. Donc c'est assez réparti dans le monde, le spinel. La tourmaline, là on a les tourmalines, la polychrome, comme je vous disais tout à l'heure, avec toutes ces couleurs. Elle a la dureté du diamant aussi? La tourmaline? En dureté? Non, la tourmaline, elle est, je crois, à 7,5, il me semble. Alors que le diamant, il est à 10. Donc c'est une pierre relativement tendre. Bon, quelques exemples de tourmaline. Toutes les pierres font partie de notre collection sur les photos. Les béryls, donc les aigues marines. Alors ça, c'est une énorme aigue marine. Lorsque je suis parti sur une mine à Madagascar, une mine de quartz rose, et au moment où j'arrive, il y a un énorme bloc de quartz qui se détache, et à l'intérieur, il y avait ce cristal énorme d'aigue marine. Je voulais l'acheter, mais le bloc pesait, je sais pas, 2 tonnes. En plein Madagascar. Voilà, les différents béryls. Les béryls, ils sont bleus, ils sont roses, ils sont verts. Et ensuite, les grenats. Donc, comme je vous disais, les grenats peuvent prendre toutes les couleurs. Les couleurs orange. Voilà. Il y en a un. Une grenade démantoïde, qui est très rare. Comment choisir une pierre? Je vous l'ai dit, le coup de cœur, mais en milieu sécurisé, et avec quelqu'un qui peut vous conseiller sur la qualité de la pierre. On a encore un moment? Oui. Ah bon, c'est bon alors. Ah, terminé à 8h, bon ça va alors. Les voyages, parce que finalement c'est ça qui nous anime avec Geoffrey. Nos pierres, c'est bien, on a nos collections, on reçoit nos clients, et en fait ça nous permet de pouvoir repartir en voyage et pouvoir racheter des pierres. C'est un peu un cercle infernal, mais le côté commercial de notre société, c'est surtout pour faire vivre notre passion, quoi. Alors, au Sri Lanka, on y va pratiquement une fois par an. Les mines sont très rudimentaires. Donc, vous voyez un peu comment dire, c'est en haut à droite, là, on a un trou qui descend à 30 mètres. Et là, sur cette photo, en fait, j'étais parti avec ma fille
À l'époque, elle avait 10 ans, elle voulait descendre, on l'a descendue. Alors elle est cachée par le tuyau, mais elle est partie chercher c'est une rivière souterraine qui draine les saphirs. Et donc, elle voulait absolument chercher les saphirs, donc elle est partie au fond de la mine. Comment? C'est pas prudent. Non, ma fille n'est pas prudente. En fait, il descendait, elle avait le pied dans une espèce de petit panier en osier, hein, et elle s'accrochait à la corde, et ils l'ont descendu comme ça. Et ensuite, ce panier, qui est rempli donc de gravier gémifère, est remonté en surface, et ensuite trié, lavé et trié. Et une fois qu'il est trié, eh bien, je ne sais pas s'il y a pas une... Non, il manque une diapo. Mais on trouve à ce moment-là les petits saphirs ou les gros saphirs qu'on a ramenés de la rivière souterraine. Et puis ensuite, on taille les pierres. Donc les lapidaires, vous m'en parliez tout à l'heure, mais les lapidaires, même s'ils sont peu connus, il y en a qui sont très bons. Et donc vous voyez ici comment on taille les pierres, les saphirs. En bas à droite, vous avez ce qu'on appelle un diviseur mécanique. En fait, au bout, ici, là, tac, on colle la pierre, et le diviseur qu'on place ici, permet, avec les petites molettes, de modifier les angles de la pierre, et donc de former les différentes facettes avec des degrés différents. Et le ponçage, en fin de compte, c'est fait avec de la poudre de diamant, non? Parce que bon, Oui. pour arriver à... Ouais, les disques sont diamantés, oui. Ouais. Et il faut obligatoirement une pierre, au moins, le disque doit être au moins aussi dur que la pierre, parce que selon l'échelle de Mohs, en fait, une pierre ne peut être rayée que par elle-même. Donc le diamant est... Le diamant, c'est vraiment de la poudre de diamant. Et puis après, une fois que les pierres sont taillées, alors, ou bien on achète les pierres brutes, ce qui est plus difficile, ou alors on les achète taillées, et là commencent les lourdes négociations. Donc au Sri Lanka, par exemple, on y était il y a 3-4 mois, en une semaine, on voit défiler à peu près 10 000 saphirs. Et sur ces 10 000, il faut savoir les trier, parce qu'on ne peut pas tout acheter, évidemment. Et il faut savoir trier rapidement les pierres, donc avoir l'œil pour pouvoir différencier les bonnes et celles qui nous intéressent et celles qu'on rejette. Donc ça, c'est le premier et le deuxième jour. Le troisième jour, on fait un nouveau tri sur notre première sélection. Le quatrième jour, encore un tri sur la troisième sélection. Et ensuite, quatrième et cinquième jour sont les négociations des prix. Là, c'est le plus dur. Excusez-moi, c'est pas moins cher de les acheter pas taillés et puis de les faire tailler Si. comme vous voulez Oui. après la... Si, bien sûr. C'est beaucoup moins cher, mais c'est beaucoup plus risqué. Parce qu'on détermine beaucoup plus difficilement la qualité de la pierre brute. Donc, humblement, je dis que j'arrive à évaluer une pierre brute, mais je suis toujours très méfiant parce que c'est très risqué. J'ai déjà eu plusieurs mauvaises expériences, donc je fais attention. Donc on achète des pierres brutes lorsque vraiment on voit que on sait qu'elle est bonne, quoi. Lorsqu'on a des hésitations, on préfère la faire tailler et l'acheter une fois taillée. Donc voilà, ça c'est les pierres d'un vendeur. Donc les vendeurs sont en file indienne le matin, ils sont 50, et puis s'ils sont 50, il faut voir jusqu'au dernier. Et les uns et les autres ont au moins, au minimum, une série de saphirs comme ça. Oui. Quand vous avez acheté les pierres, bon, il faut les rapatrier, et il n'y a pas un côté dangereux de se faire voler, de se faire attaquer? Si. Ah, voilà. Si. Vous faites? Comment je fais? Il y a plusieurs choses. Comment? Voilà, c'est assurer votre sécurité. Bon, d'abord, premièrement, je sais me défendre. Mais c'est pas la bonne solution. Non, on a plusieurs techniques. La première, c'est que, comme au fur et à mesure on est connu sur nos sites d'achat, en fait, on y va sans argent. Donc, quand on arrive, les gens, les vendeurs, tout le monde sait qu'on achète sans argent. Donc, c'est à la confiance. On choisit nos pierres, on prend nos pierres et on s'en va. Et on les paye une fois qu'on est ici.
Oui. Tu peux quand même te faire piquer les pierres quand même. Comment? On peut se faire piquer les pierres. Oui, bien sûr, oui, on peut se faire piquer les pierres. Bon, déjà, on ne se fait pas attaquer pour l'argent. Après, il y a les pierres. Bon, alors, on a différentes techniques en fonction des pays. Au Sri Lanka, en fait, c'est très safe. Il n'y a pas de risque au Sri Lanka. Madagascar, dans d'autres pays, comme la Tanzanie, tout ça, c'est vrai que c'est risqué. Donc, très souvent, on ne donne pas le lieu d'où on arrive, on ne donne pas le jour où on s'en va du lieu où on achète les pierres, et on ne dit pas où on va. Ou alors, on brouille les pistes. Donc, voilà. Et puis, finalement, en finale, depuis que j'achète des pierres, il ne s'est jamais rien passé, quoi. Et comment vous faites à la frontière également pour les sortir On les déclare. Donc on paye des taxes à la sortie du pays. Et puis, bon, alors, ce que j'expliquais à M. le Président tout à l'heure, c'est qu'au tout début, lorsque j'achetais quelques pierres, je les mettais dans ma poche et puis je passais un peu comme ça, quoi. Bon, que ce soit là, à Madagascar ou que ce soit ici, hein, en arrivant. Bon, et puis j'avais une dizaine de pierres de valeur moyenne, quoi. Mais maintenant qu'on a une société officielle, à la sortie du pays, quel qu'il soit, on déclare nos pierres, on paye les taxes, et lorsqu'on arrive ici, en fait, nos pierres, elles sont... c'est un transitaire qui récupère nos pierres, elles sont évaluées sur facture, on paye les taxes d'entrée, et puis voilà, quoi. Donc tout est officiel. Il y a une grosse différence de prix entre la pierre taillée et la pierre brute? Oui. Quand on arrive en France? Ah oui. Ouais. Alors, entre une pierre brute et une pierre taillée, alors ce qu'il y a, c'est qu'en France, si vous amenez des pierres brutes, le fait de les tailler en France, ça va coûter très cher. Donc il faut les faire tailler à l'extérieur. Mais disons qu'entre brut et pierre taillée, il y a au moins une valeur de 1 à 5. Facilement. Oui, mais le douanier, si on déclare 5 000 euros, le douanier, il ne sait pas si c'est 5 000, 25 000. Bah, sur facture. Hein. Oui, sur facture. Ouais, puis en plus, les douaniers, de toute façon, ils ne connaissent rien. Ils prennent les factures, ils scellent les pierres, et ils envoient ça au transitaire, et puis voilà. Bon, après, s'il y a des doutes, ils appellent l'expert aux douanes pour expertiser le lot de pierres. Bon, l'expert aux douanes, c'est moi. Il y a conflit d'intérêts. Mais non, mais il n'y a jamais de problème, parce que vraiment, avec mon associé, on a deux grands principes. D'abord, bon, encore l'année dernière, j'étais chirurgien, lui, il est cardiologue. On a quand même un statut, entre guillemets, mais une réputation. Et on sait très bien que la moindre faille fait que notre société n'existe plus, quoi. Premièrement. Deuxièmement, on est des passionnés, donc on aime les belles pierres. Donc on fait tout pour que tout se passe bien, quoi. Donc, ça recommence. Appuyez dessous. J'ai comme il a mis sur le côté, du coup il a reproduit. Oui. Non, c'est resté. Non, c'est resté tout à fait. En fait, non, il me les apportait parce que j'avais une méningite. J'avais attrapé une méningite, donc méningite, on ne peut pas voir. C'est très difficile de supporter la lumière de l'extérieur. Donc, je supportais que la lumière du soir. Et donc, il m'apportait, il me les montrait, C'était pas pour un but thérapeutique? Ah non, pas du tout, non. Ah non, il me les apportait parce que je faisais rien dans la journée. Je faisais rien dans la journée. Justement, tout à l'heure, nous évoquions la possibilité de guérir de certaines maladies et autres. Vous pouvez nous ouvrir un petit peu ce champ-là? Oui. Sur la lithothérapie, en fait. La lithothérapie. Alors, moi, j'ai une notion... ma femme, elle est réflexologue et elle utilise les pierres, justement, en lithothérapie. Et moi, j'ai une notion personnelle du pouvoir des pierres. Du pouvoir des pierres. Les pierres, comme n'importe quoi dans la nature, émettent de l'énergie. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, que ce soit dans le domaine végétal, l'eau et les pierres émettent de l'énergie. Toute pierre émet de l'énergie. De là à dire que telle pierre va soigner le mal de tête,
vous soignez les corps aux pieds ou une influence sur telle ou telle maladie. Personnellement, je n'y crois pas. Par contre, ce que je crois, c'est que une personne qui croit à la lithothérapie, au pouvoir des pierres, va s'orienter vers la pierre dont elle a besoin. Inconsciemment, involontairement. Elle va s'orienter vers une pierre, vers telle pierre ou telle autre, et s'approprier l'énergie de la pierre. Et à ce moment-là, c'est cette énergie qui va avoir un bienfait sur ce dont a besoin la personne. Voilà ma théorie. Parce que comment attribuer réellement et scientifiquement à une pierre, à la métisse par exemple, le pouvoir d'agir sur la sobriété? Le minéral, il est pas au courant que les gens y boivent, quoi. Bon. Par contre, une personne qui boit alcoolique, qui a besoin, qui ressent le besoin de faire quelque chose par rapport à son alcoolisme, va s'orienter vers une pierre, peut-être vers l'améthyste, et à un moment-là s'approprier l'énergie de la pierre, et à ce moment-là, il y aura un bienfait de cette énergie sur ce dont il a besoin. C'est pour ça que on prend cet exemple de la personne qui est alcoolique, peut s'orienter vers le saphir, ou vers le spinel, ou vers la tanzanite. Et c'est pas moi qui vais lui dire, monsieur, non, allez plutôt vers la métisse parce qu'elle a soi-disant le pouvoir. Non. Il a choisi sa pierre parce qu'il sent la nécessité d'avoir cette pierre pour le bienfait, pour ce dont il a besoin. Donc voilà ma théorie personnelle. Est-ce que c'est vrai que les opales, Dites. c'est vrai que les opales se fracturent quand on ne les met pas? Non. Non. Alors, d'une part, alors l'opale porte malheur? Non. L'opale, c'était la pierre, c'était une des pierres de prédilection, justement, des princes, rois et reines. C'était une pierre qui était supposée porter bonheur. Jusque au fin du XIXe siècle, un écrivain anglais, et je ne peux pas vous dire lequel parce que je ne me rappelle plus, a écrit un roman où comment on appelle ça ? L'héroïne, merci, portait une opale qui lui a porté malheur. Ce roman a été un succès, et du coup, l'opale est devenue porte-malheur par ce roman, alors qu'en réalité, l'opale est considérée comme porte-bonheur. L'opale ne se casse pas. L'opale, elle se casse si on ne l'hydrate pas. C'est la seule pierre qui nécessite d'être hydratée. C'est-à-dire qu'il faut plonger une fois tous les ans son opale dans l'eau, et là, à ce moment-là, elle s'hydrate. Sinon, elle se déshydrate et elle peut casser. Donc on la mérite peut-être pas parce qu'on ne l'hydrate pas. Quoi. Ah si, ça y est, c'est reparti. Donc il faut la courter, parce que si on la porte bon, pas... des saphirs, comme s'il en pleuvait au Sri Lanka. Est-ce que les saphirs roses sont plus rares que les saphirs bleus? Non, pas plus rares, mais en ce moment, ils sont en train de prendre de plus en plus de valeur. Mais ils sont pas plus rares, non. Mais ils sont vraiment, en ce moment, ils sont de plus en plus recherchés. Oui. Et à Madagascar, la veine de saphir, elle est plutôt bleue, elle est plutôt rose. À Madagascar, la veine de saphir qu'on retrouve à Ilakak, elle a une particularité unique au monde, c'est qu'on trouve les saphirs de toutes les couleurs au même endroit. Ce qui est absolument incroyable, et encore une fois, c'est inexpliqué au niveau chimique, parce que pourquoi au même endroit on trouve plus de concentration de chrome, de fer ou de titane, mais on trouve à Ilakak, dans les mines, des pierres de toutes les couleurs, ce qui est exceptionnel et unique au monde. Madagascar, donc on va aller rapidement. Donc voilà, lorsqu'on part sur les mines, on part dans des conditions parfois un peu difficiles. Les pistes sont très dures. On est parfois accompagné donc de gardes du corps. Là, c'était pendant le voyage justement de l'Association française de gémologie. On avait ces fameux gardes du corps avec nous. Ils étaient contents d'avoir leur mitraillette et de nous montrer qu'on était protégés. Voilà. Donc les mines à Madagascar, ça c'est une mine de tourmaline. Vous voyez les trous, hein. C'est là où on descend. Hein. On est accroché dans un petit sac
au bout de la corde, c'est une manivelle à la main, hein, c'est deux gars qui tournent la manivelle, et vous descendez dans un trou qui n'est pas plus large que vous, à 30 mètres de profondeur. Bon. Il y en a, ouais. Il y a des accidents, ouais. Et alors, ils ont trouvé un bon moyen à Madagascar, c'est que lorsqu'il y a un accident, lorsqu'il y a un blessé, il leur monte, et si la personne est morte, ils la laissent au fond, ils referment la mine, et c'est supposé porter bonheur à toute la région. Bon, c'est rare, hein, les accidents mortels sont rares. Oui. Oui. Donc, une première question pour les trois autres pierres précieuses, c'est quoi à peu près les profondeurs? Et en pratique, pour l'exploitation, en fait, comment ça se passe? Alors, l'émeraude, comme je vous ai dit, l'émeraude, c'est une formation tout à fait différente, c'est hydrothermale, c'est l'érosion, l'eau, des phénomènes chimiques à basse profondeur. Généralement, l'émeraude, c'est 1 ou 2 km de profondeur. Donc l'exploitation, elle est assez facile, puisqu'on peut descendre facilement à 1 km de profondeur, et les veines d'émeraude sont même encore plus superficielles. Après, le diamant et les saphirs et rubis, c'est une formation magmatique, c'est-à-dire que ça se forme en très grande profondeur, et on ne peut pas descendre. Hein. On descend, je crois que les plus grandes profondeurs où on descend, je crois que c'est 5 km, il me semble. Donc on ne va pas chercher les diamants, on attend qu'ils remontent. Donc en fait, encore une fois, dans la conférence, je pourrais vous l'expliquer, si je la fais, c'est que en profondeur, les diamants se promènent dans le sous-sol, à 200 km de profondeur, et lorsqu'ils rencontrent ce qu'on appelle un élément minéral qui s'appelle la kimberlite, qui est un élément très volatile, la kimberlite accroche le diamant, et du fait qu'elle est très volatile, remonte progressivement, avec des phénomènes de pression, remonte par les failles volcaniques et sortent par les volcans. Que ce soit saphir, rubis et diamant. Donc ça, c'est principalement la façon dont on trouve ces trois pierres, et l'émeraude, c'est de façon hydrothermale. C'est forcément dans des zones volcaniques. Oui, oui. Ouais, tout à fait. Vous les retrouvez dans les graviers, en fait. Oui, c'est ça, oui. Alors en fait, il y a l'érosion. Je veux dire, les diamants sortent par les cheminées volcaniques, et l'érosion, après, fait descendre ces pierres dans les anciens lits de rivière, et c'est là où on va pouvoir les trouver. Et on les trouve même dans les embouchures de fleuves. Normalement, avec Geoffrey, avec mon associé, on doit partir dans 6 mois. On a un ami qui exploite en plongée sous-marine les estuaires des grands fleuves et qui cherche les diamants dans les estuaires des fleuves. Et il en trouve? Comment? Il en trouve? Ah oui, on en trouve beaucoup. Hein. La compagnie de Beers, elle a des bateaux énormes qui sont au large et qui drainent les fonds et qui récupèrent de très très beaux diamants. Et là, c'est Geoffrey lorsqu'on s'est associés. Parce que je lui avais promis un test, parce qu'il a voulu absolument s'associer avec moi. Et donc, je l'ai emmené à Madagascar. Et je lui ai dit un jour, il y aura un test pendant le voyage. Si tu passes le test, on s'associe. Si tu ne passes pas, pas d'association. Et on est arrivé au bord du trou et je lui ai dit, voilà, maintenant tu descends au fond. Tu me ramènes une poignée de gravier et c'est bon. Il est descendu. Voilà. Bon, la photo est un peu petite, désolé. Ça, c'est comment on respire au fond. C'est le système de ventilation. En fait, on a donc un jeune qui, avec un grand sac plastique, emmagasine de l'air et ensuite qui appuie sur le sac plastique et avec le tuyau qui vous envoie de l'air au fond. Les mines à ciel ouvert, ça ce sont les mines à ciel ouvert à Madagascar, à Ilakak. Donc c'est pharaonique. Hein. Lorsqu'on arrive sur les sites, c'est vraiment pharaonique, avec des dizaines de mineurs qui ramènent. En fait, tout est sablonneux. En fait, ça c'était une ancienne rivière, très très large à l'époque. Et en fait, il faut creuser très profond pour arriver au sous-sol dur, là où se trouvent les saphirs. Donc c'est des trous qui sont énormes. Et lorsqu'on arrive au sous-sol dur, après on a tout le gravier et on ramène à ce moment-là les saphirs.
les mineurs, une fois qu'ils ont trouvé les pierres, ils les donnent à qui? Aux propriétaires de mines. Alors il y a des surveillants. Il y a des surveillants. C'est très surveillé. Et puis les surveillants récoltent les pierres de la journée et ensuite ça va aux propriétaires de la mine. Et là voilà, dans la rivière et la Caque, donc c'est le tri des pierres pour trouver les saphirs. Donc voilà, justement, à Ilaka, à Madagascar, dans cette mine, on trouve des saphirs de toutes les couleurs. Vous pensez qu'on trouve les pierres toujours dans une langue? Non, ça c'est ce qu'on appelle les gisements primaires. Ça existe aussi. Donc c'est un mode de formation qui est différent, qui est plus rare, et qui est en effet, c'est dans des gangs primaires, et à ce moment-là, il faut creuser dans la pierre pour trouver les pierres. Les négociants à Ilaka, c'est surtout, je crois qu'ils sont de Malais ou je ne sais plus. C'est beaucoup de Sri Lankais, beaucoup de Thaïlandais. Ouais. Donc voilà ce qu'on trouve sur une mine à Ilaka en une semaine. Que du saphir. Combien de mineurs, il y a une population permanente, combien de personnes? La première fois que je suis allé à Ilaka, ils n'avaient pas encore trouvé les pierres et localement il y avait une dizaine de familles et maintenant il y a à peu près 30 000 personnes sur place. Et tout le monde travaille dans la pierre. Bon, de temps en temps, alors ça c'est la rivière Ilaka, qui à l'époque elle était très grande, là maintenant elle est évidemment plus petite. Et là on s'était ensablé avec le 4x4. Bon. Pour en sortir, il a fallu acheter un zébu qui nous a tiré, parce qu'il ne voulait pas nous aider. Donc, pour sortir le 4x4, il fallait acheter le zébu. Et puis, une fois qu'on est arrivé sur la rive, on avait un zébu qu'ils nous ont racheté. Un dixième du prix. On n'avait pas mangé. Comment? On n'avait pas mangé. Il fallait envoyer la facture à l'assurance. Oui. Bon, rapidement à la Tanzanie, en 2016, on est parti avec Geoffrey. Donc là, ça descendait à 1500 mètres, avec des explosions au fond de la mine pendant le travail. C'était un peu particulier. Là, pareil, aussi une mine, on est descendu là, à 500 mètres, je crois. On va passer rapidement. Voilà, la Tanzanie. Alors vous voyez, la Tanzanie, souvent, elle a cette couleur-là, et il faut en effet la chauffer pour obtenir le bleu. Dans la tanzanite, c'est une pierre qui est trichroïque, c'est-à-dire que son bleu est formé de 3 couleurs. Le bleu, le violet et le rouge. Et en fait, sous certains angles de lumière, on arrive à voir le rouge tel on peut le voir ici. Et la dureté La dureté, c'est 7, je crois, 6,5 ou 7, c'est assez fragile. Comment? Non, là elle est brute, celle-là, elle est brute. Mais la taille, c'est pareil pour toutes les pierres, avec un diviseur mécanique, et voilà, ça c'est taillé. Et là, c'est une grosse tanzanite de 110 carats, énorme. Et je crois que la conférence se termine. Tout ceci, donc, n'existait pas sans ceux qui descendent au fond des mines pour chercher les pierres. Et ceux qui taillent les pierres ensuite, lorsqu'on a les pierres brutes, lorsque les pierres brutes sont sorties des mines, et ceux qui nous revendent les pierres, qui parfois ont des mines de gentilles dames, mais qui sont des grandes négociatrices, et qui sont difficiles à gérer. Et voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Merci évidemment pour cette conférence. Et pour ceux et celles qui voudraient voir quelques pierres, vous en avez là qui sont exposées. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec Francis Vallier qui vous accueillera dans l'appartement sécurisé, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a peut-être une chose que vous n'avez pas dite, Monsieur Vallier, c'est qu'en fait, en matière de pierre, il y en a une qui est inestimable, c'est Saint-Pierre. Et vous savez tous et toutes que lorsqu'on vient aux amis de l'université, on vient avec rien et on s'est enrichi. Alors je ne saurais trop vous inviter à poursuivre
fidèlement la suite des conférences qui viendront en 2023. Le programme n'est pas encore définitivement établi, mais nous aurons d'aussi belles conférences qu'aujourd'hui. J'ajoute, parce que la question m'a été posée tout à l'heure, les amis de l'université ne vivent pas de l'air du temps comme cela. Nous vous invitons beaucoup, messieurs et mesdames qui venez pour une fois ou deux fois, à adhérer sur le site lui-même. Ça vous coûte 22 €. En réalité, non. Ces 22 € fondent dans votre porte-monnaie parce que, avec un reçu fiscal, vous pouvez vous faire rembourser d'une grande partie de ces 22 € qui ne vous coûteront en réalité que 7,08 €. Ça vaut bien une conférence, n'est-ce pas, à ce prix-là? Voilà. J'ajoute, parce que là encore je réponds à une question, les personnes qui voudraient revoir les conférences, vous allez sur le site des Amis de l'Université, et j'ai plaisir à saluer au fond de la salle Magali, qui prend régulièrement, ou assez régulièrement, sous la forme de vidéo, les conférences qui sont mises ensuite, comme je l'ai dit, sur le site des Amis de l'Université. Donc voilà toutes les richesses que nous vous offrons. Merci à vous, et la plus belle des choses que nous puissions vous offrir,